International de deuxième année collégiale. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo durant laquelle on va entamer Inch'Allah l'unité numéro 3 sous-titre les phénomènes géologiques internes. وحدة ثالثة تحت عنوان الظواهر الجيولوجية الباطنية. Alors comme d'habitude, on va commencer par une situation de départ qui concerne bien sûr le cours la théorie de la tectonique des plaques. نظرية تكتونية الصفائح. إذا نبدأ على بركة الله بمقدمة حول هذا الدرس. Alors, vous avez ce document. La question maintenant que je dois poser à vous, si on va comparer la position des continents anciens, c'est-à-dire depuis 250 millions d'années, avec leur position actuelle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez bien sûr déduire à partir de cette comparaison? Alors, comme vous voyez ici, d'après ou bien depuis 250 millions d'années, comme vous voyez très bien que ces continents, parce que ces couleurs différentes vont bien sûr représenter des continents. Alors, depuis 250 millions d'années, comme vous voyez très bien dans ce document, que les continents sont réunis et sont unis et qui sont rapprochés les uns par rapport aux autres en formant bien sûr ce qu'on appelle la plongée. Donc la plongée, c'est l'union ou bien la réunion de tous ces continents. Mais au fur et à mesure, c'est-à-dire avec le temps, avec des années, on remarque très bien que ces continents vont s'éloigner au fur et à mesure. Bien sûr, comme vous voyez encore dans ce document, que les continents au fur et à mesure vont s'éloigner les uns par rapport aux autres jusqu'à bien sûr le moment actuel ou bien jusqu'à la position actuelle des continents où on remarque très bien que ces continents sont séparés les uns par rapport aux autres et qui sont bien sûr séparés par des océans. Donc vous voyez ici l'Eurasie, le continent d'Afrique, le continent d'Amérique du Sud, le pôle du Sud, l'Australie et le continent d'Inde et aussi des océans, océan Atlantique, Indien, Pacifique. Donc on remarque très bien que les continents sont s'éloignent les uns par rapport aux autres et qui sont actuellement séparés par des océans. Donc on peut déduire à partir de cette comparaison que les continents bougent. Donc les continents bougent les uns par rapport aux autres. Donc c'est ce qu'on va l'appeler également la théorie de la tectonique des plaques, la نظرية تكتونية الصفائح. Très bien. Alors, la situation de départ, en 1912, Alfred Wegener émet, on peut dire aussi Wegener, émet une hypothèse qui suppose que les 5 continents qui existent actuellement furent partie d'un seul continent appelé la Pangée, il y a 250 millions d'années. Donc c'est ce qu'on appelle la théorie de la dérive des continents qui est bien sûr émise par le météorologiste allemand Alfred Wegener. Alors les questions qu'on doit les poser maintenant, premièrement, quels sont les arguments de la dérive des continents et on va faire une relation bien sûr de la température, bien la variation de la température et leur relation avec la tectonique des plaques. Alors premièrement, les arguments de la dérive bien de la théorie de la dérive des continents, le premier argument qu'on va voir maintenant, c'est l'argument morphologique, al-burhan morphologie. Alors la question, c'est comparer la forme géométrique des côtes de l'Afrique et sud-américain et qu'est-ce que vous constatez. Alors vous avez ici à l'est l'Afrique et à l'ouest l'Amérique du Sud. On a calqué l'Amérique du Sud, puis on a essayé de rapprocher ce continent bien sûr à l'Afrique pour pouvoir bien sûr extraire une déduction de cette comparaison. Alors, la réponse, on constate une complémentarité géométrique entre les côtes africains et sud-américains. Comme vous voyez très bien que les côtes, donc voilà le côte de l'Est de l'Amérique du Sud et voilà le côte de l'Ouest de l'Afrique. Lorsqu'on rapproche ces deux continents, on remarque très bien qu'il y a une complémentarité. يعني واحد التكامل في الشكل الهندسي بين الساحل ديال غرب إفريقيا وساحل شرق أمريكا الجنوبية. إذا هذا البرهان هذا كيتسمى البرهان المورفولوجي الذي يعتمد على تكامل في الشكل الهندسي بين ساحلي إفريقيا وأمريكا الجنوبية. Maintenant on va passer à l'argument géologique, البرهان الجيولوجي أو لا نقول كذلك البرهان الصخري لأنه يعتمد على دراسة الصخور. Alors la question maintenant c'est qu'est-ce que vous observez en ce qui concerne la répartition des roches anciennes sur les deux continents et comment vous pouvez expliquer la continuité de ces anciennes formations
rocheuses. D'accord? Alors, comme vous voyez ici, nous avons deux continents, le continent de l'Afrique et le continent de l'Amérique du Sud. D'accord? Alors, la première question, c'est, on va bien sûr observer, ou bien on va décrire la répartition des roches. Comme vous voyez ici, les roches qui se retrouvent en Afrique, leur continuité se retrouve dans, bien sûr, de l'Amérique du Sud. Donc, on peut dire que on remarque une continuité des formations rocheuses anciennes entre les deux continents de part et d'autre de l'océan Atlantique. Donc la continuité des roches qui se retrouvent en Afrique se retrouve dans l'Amérique du Sud, d'accord? Alors, bien sûr, ces données montrent que les continents actuels furent partie d'un seul continent, d'accord? Alors, l'argument paléontologique, Al-Burhan Istihati, le document suivant représente la carte de répartition de différents fossiles. La carte de répartition de différents fossiles. Donc, vous avez les fossiles de dinosaures, les fossiles de Mésosaurus, de Cynognathrus, les fossiles végétaux aussi, comme le Glossopteris. Donc, nous avons différents fossiles. La question maintenant, si on va expliquer pourquoi on peut trouver des mêmes fossiles. Donc, faites attention, des mêmes fossiles dans les deux continents. Bien sûr qu'ils sont déjà séparés par un vaste océan. Donc, pourquoi, à votre avis? Et sachant, donc, comme information, que ces reptiles de dinosaures, ce sont des reptiles d'eau douce, prédateurs de l'air primaire, donc ils vivent dans l'air primaire et qui sont incapables, n'avaient pas la possibilité et la capacité de traverser l'océan pour conquérir et traverser un autre continent. Alors la réponse, puisque ces fossiles appartiennent à des êtres vivants, reptiles terrestres, donc des reptiles terrestres, donc faites attention. Donc ils n'avaient pas la capacité de traverser les larges océans. Donc cela signifie que ces deux continents étaient soudés il y a 250 millions d'années. Donc on va relire cette remarque. Donc ce sont des prédateurs de l'ère primaire. Donc nous avons ici des reptiles de Cynognathrus. Donc voilà des reptiles de Cynognathrus. Ce sont des reptiles terrestres, prédateurs de l'ère secondaire. Donc terrestres, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des milieux qui sont terrestres. Donc vous n'avez pas la possibilité de traverser l'océan pour conquérir un autre continent. Donc la conclusion maintenant, les arguments qui confirment l'hypothèse de Wegener sont premièrement il y a l'argument morphologique, c'est le burhan morphologique qui se base sur la complémentarité géométrique des côtes, et l'argument géologique, le burhan géologie al-Sakhri, qui se base sur la continuité des formations rocheuses anciennes de part et d'autre de l'océan Atlantique, et enfin dernièrement l'argument paléontologique, le burhan istihati, qui se base sur la découverte des mêmes fossiles, des mêmes espèces de fossiles sur différents continents. D'accord? Alors, comme bilan, tous ces arguments montrent que les continents actuels faisaient partie d'un seul continent appelé la Pangée. Donc, tous ces arguments montrent que les continents qui faisaient partie maintenant d'un seul bloc continental qui est appelé la Pangée. La remarque maintenant, les scientifiques de l'époque ont refusé la théorie de Wegener. Pourquoi? Parce que les arguments qui sont présentés par Wegener n'étaient pas convaincus, vu qu'ils n'expliquent pas le moteur principal de la dérive des continents. يعني العلماء رفضوا نظرية زحزحة القارات اللي أدلى بها العالم الألماني ألفريد فيغنير لأنه لم أو لنقول كذلك لأن البراهين التي تم طرحها عن طرف هذا العالم ليست مقنعة لأنه لم يفسر لحد الآن سبب أو المحرك الأساسي في زحزحة القارات. إذا السؤال la question maintenant qu'on va la poser c'est quel est le moteur responsable de la dérive du continent. شنو هو السبب اللي كيحرك زحزحة القارات. مزيان. Alors on va commencer par la deuxième paragraphe, sous-titre d'autres données appuyant la théorie de la dérive des continents. معطيات أخرى تدعم نظرية زحزحة القارات. Alors la topographie de fond de l'océan Atlantique. Pour étudier la topographie de fond de l'océan Atlantique, je vous invite à prendre bien sûr le document suivant et on va lire les questions. La première question, c'est déterminer les types de reliefs formant le fond de l'océan Atlantique et on va comparer également la topographie du fond de l'océan Atlantique de part et d'autre de la dorsale océanique.
Très bien. Alors, la première question, c'est déterminer type de relief formant le fond de l'océan Atlantique. Donc, comme vous voyez ici, nous avons, donc, d'accord, nous avons ce qu'on appelle le plateau continental, le Hadab al-Qariya. Puis, si bien sûr, on descend vers le bas, nous avons ici ce qu'on appelle, ce n'est pas la plaine abyssale, mais c'est également le talus continental. Puis nous avons la plaine abyssale et on remonte doucement, nous avons le rift, si le point où la lave va remonter vers la surface pour conquérir la dorsale océanique. Et la même chose en Afrique, nous avons le plateau continental, le talus, la plaine et enfin le rift. Donc ce sont des éléments qui constituent le relief sous-marin. Deux, si on va comparer la topographie de fond de l'océan Atlantique de part et d'autre de la dorsale océanique. Comme vous voyez ici, les mêmes reliefs qui se retrouvent, ou bien les mêmes éléments de relief qui se retrouvent en Afrique, se retrouvent aussi en Amérique du Sud. Donc, ils sont répartis de façon symétrique, de part et d'autre de la dorsale océanique. Voilà cette image qui représente clairement ces éléments de relief qui sont répartis, bien sûr, de manière symétrique. Donc, les éléments de relief, c'est la dorsale océanique, la plaine abyssale, le talus continental et le plateau continental. D'après le document, on observe une symétrie thématique de la topographie du fond de l'océan Atlantique, de part et d'autre de la dorsale océanique. Très bien. Alors, deux, explication de l'expansion du fond océanique. Donc, des forages réalisés au niveau de l'océan Atlantique montrent que le fond océanique est constitué du basalte. Le basalte, c'est une roche également magmatique de type volcanique qui se retrouve de manière, bien sûr, de façon qui est répétitive et qui se retrouve beaucoup dans la dorsale océanique. Donc là, on peut dire que la dorsale océanique, elle est richement, bien sûr, il est riche en basalte, qui était une roche volcanique. Donc, la question maintenant, si on va observer et on va comparer l'âge du basalte de part et d'autre de la dorsale, puis on va faire une conclusion, bien une déduction. Donc, comme vous voyez ici, nous avons, voilà, la dorsale océanique. La dorsale océanique, c'est la moitié qui sépare l'Afrique et l'Amérique du Sud, d'accord? Donc, voilà, on a dit tout à l'heure que cette dorsale océanique, il est riche en basalte. Alors, là, maintenant, on va étudier l'âge de basalte. Donc, comme vous voyez ici, lorsqu'on s'éloignait au fur et à mesure de la dorsale océanique, on montre très bien que l'âge du basalte augmente. Donc, 0, 5,3, 23,5 jusqu'à 135 millions, bien sûr, d'années. Alors, on peut dire que l'âge du basalte va augmente de façon qui est bien sûr symétrique de part et d'autre de la dorsale océanique, mais lorsqu'on s'éloigne de la dorsale, ce n'est pas lorsqu'on se rapproche, d'accord? Donc, d'après le document, on observe que l'âge du basalte du fond de l'océan Atlantique augmente de façon symétrique lorsqu'on s'éloigne des deux côtes de la dorsale. On peut dire que les roches basaltiques du fond de l'océan Atlantique se forment d'une manière continue au niveau de la dorsale océanique, ce qui entraîne, donc ce n'est pas ce qui entraîne, pardon, ce qui entraîne l'élargissement du fond de l'océan Atlantique. Alors, comme conclusion, au niveau de l'axe de la dorsale océanique, il y a la formation et renouvellement du fond océanique par la mise en place d'une nouvelle croûte basaltique. Alors, ce qui entraîne l'élargissement du fond océanique et écarte ensuite alors les continents les uns par rapport aux autres si le phénomène de l'expansion des fonds océaniques ont passé, donc ces données ont confirmé l'hypothèse de Wegener, la dérive des continents. Alors remarque, la dorsale océanique c'est quoi? C'est une chaîne de relief volcanique traversant la plupart des océans, leur axe est marqué par une dépression appelée rift, qui est caractérisée par des activités sismiques et volcaniques qui sont bien sûr importantes. La notion maintenant de la plaque lithosphérique, مفهوم صفيحة صخرية. Les limites des plaques lithosphériques, أو الحدود الصفائح الصخرية, le document ci-contre représente la répartition mondiale des séismes et des volcans. Donc, comme vous voyez ici, nous avons la répartition des séismes et des volcans. Donc, comme vous voyez ici, la répartition mondiale des volcans et la répartition mondiale des séismes. Alors, la question maintenant, c'est quoi? C'est d'écrire la répartition mondiale des séismes et des volcans.
Donc, et comparer la carte de la répartition des séismes avec celle des volcans. Et que fait la répartition de ces phénomènes du globe, bien sûr, qui est le globe terrestre. Alors, en commençant, bien sûr, par ce qu'on appelle les réponses. Donc, la réponse de la question A, donc les séismes et les volcans, comme vous voyez ici, les séismes et les volcans sont répartis dans le monde en forme de ceintures qui sont étroites, d'accord? Étroites et alignées. Étroites et aussi alignées. Donc, au milieu des océans et des côtes de quelques continents. La deuxième question, comme vous voyez ici, la deuxième question, donc la répartition mondiale des séismes et des volcans coïncide avec, bien sûr, des séismes. La répartition de ces phénomènes sismiques et volcaniques contribue à diviser le globe terrestre, bien sûr, en zones. Ces zones qui vont appeler également des plaques lithosphériques. Alors, comme on a dit tout à l'heure, que les zones où se retrouvent les séismes se retrouvent aussi des volcans. Alors, il y a une coïncide, donc les mêmes régions qui se retrouvent où se retrouvent les séismes se retrouvent aussi des volcans. Alors, c'est bien sûr appelé également ce qu'on appelle les plaques lithosphériques. Donc, comme conclusion, c'est quoi une plaque lithosphérique? Une plaque lithosphérique, c'est une partie du globe terrestre qui est solide et qui est délimitée par quoi? Il est délimité par des zones instables. C'est quoi des zones instables? Ce sont des zones qui se caractérisent par une activité sismique et volcanique. Donc, comme définition, c'est quoi une plaque? C'est une zone, c'est un fragment du globe terrestre, c'est un fragment qui est calme, stable, mais les zones qui sont entourées, qui sont richement en activités sismiques et volcaniques, d'accord? Alors, l'exercice maintenant qui est un exercice intégré, donc nous avons bien sûr ce document qui représente plusieurs continents qui sont séparés bien sûr par des océans, d'accord? Alors, la question maintenant, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est la même chose. Alors, comme vous voyez ici, nous avons plusieurs continents, ou bien plusieurs plaques, parce qu'on a dit tout à l'heure que les séismes et les volcans divisent le globe terrestre en plusieurs zones qui s'appellent également des plaques lithosphériques. Alors, la question 1, c'est on va indiquer le nombre des plaques. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc nous avons 12 plaques lithosphériques. Maintenant, on va classifier chaque plaque en plaque océano-continentale et plaque océanique seulement. Donc il y a 12 plaques lithosphériques et il y a des plaques qui sont océaniques comme la plaque pacifique, plaque Nazca et plaque de Cocos. Et nous avons aussi des plaques qui sont océano-continentales comme la plaque africaine, plaque sud-américaine et la plaque arabique. Donc, il y a 12 plaques lithosphériques réparties en deux types, des plaques océano-continentales formées d'une côte océanique et d'une croûte océanique et d'une croûte continentale, et la plaque océanique formée seulement d'une croûte océanique. Il y a aussi des techniques ou bien des méthodes qui sont bien sûr modernes pour mesurer la mobilité des plaques. Donc, il y a la technique de GPS qui a permis de calculer la distance entre différentes stations qui sont séparées et réparties sur le globe terrestre. Nous avons des plaques qui se rapprochent et nous avons des plaques qui s'écartent. Alors les plaques qui se rapprochent, comme par exemple la plaque de Nazca et la plaque America, qui se rapprochent également presque de 8,3 cm par année. Et il y a aussi des plaques pacifiques et eurasiatiques également qui se rapprochent. Mais nous avons aussi des plaques qui s'éloignent les uns par rapport aux autres, comme la plaque africaine et la plaque arabique.
la plaque africaine et aussi la plaque australo-indien. Alors, les techniques qui sont utilisées pour mesurer la vitesse de déplacement des plaques, c'est les satellites de GPS, les types de mouvements en frontière, il y a des mouvements de rapprochement ou de convergence, et il y a aussi des mouvements d'écartement ou bien de divergence. Donc la divergence, c'est entre la plaque Amérique du Sud et de l'Afrique, et convergence comme entre la plaque Afrique et eurasiatique. Alors la conclusion. Des plaques lithosphériques se bougent les unes par rapport aux autres, certaines d'autres, elles s'écartent, exemple la plaque de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, alors que d'autres se rapprochent comme la plaque Afrique et eurasiatique. Alors remarque, les limites des plaques ne coïncident pas avec les limites des continents. Alors les limites des plaques ne coïncident pas avec les limites de continents. Donc faites attention, les plaques ce n'est pas un continent. Pourquoi? Parce que le continent, par exemple l'Afrique c'est un continent. Mais le continent d'Afrique, il y a aussi le saillon d'Afrique. Donc l'Afrique, le continent d'Afrique et le saillon d'Afrique forment ce qu'on appelle une plaque d'Afrique. Donc la plaque d'Afrique se comporte également de continent d'Afrique et de l'océan d'Afrique. Alors maintenant passons à l'origine de l'énergie responsable de la mobilité des plaques. Donc nous avons la variation de la température interne de la Terre et son origine. Alors nous avons ce courbe-là qui représente la variation de la température interne en fonction de la profondeur. Et nous avons un tableau qui va résumer la profondeur et la température. Par exemple, en commençant par la profondeur de 1000 km. Donc, la température qui est correspondant à la profondeur de 2000 km. Donc, voilà 1000 km et voilà la température. Donc, si, bien sûr, 1300 degrés Celsius. Maintenant, passez à 2000 km. Voilà 2000 km. Voilà la température qui correspondant à 2000 km, c'est presque 1700 Celsius. Maintenant, l'inverse. Voilà la température du 4000 Celsius et voilà sa profondeur équivalent. C'est 4300 km. La question maintenant, on va démontrer comment varie la température en fonction de la profondeur. Comme vous voyez ici, lorsque la température augmente, 1000 bien, la profondeur augmente 1000 km, 2000 km, 3000 km, jusqu'à 6000 km. La température aussi augmente 1000 Celsius, 2000 Celsius, 4000 Celsius et ainsi de suite. Donc lorsque la température augmente, donc au fur et à mesure là, ce qu'on appelle la profondeur aussi augmente. Donc d'après le document, on observe que plus la profondeur augmente, plus la température augmente. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. C'est quoi le gradient géothermique? C'est la variation de la température en fonction de la profondeur. Donc plus la profondeur augmente, plus la température augmente. Et la variation de la température en fonction de la profondeur s'appelle le gradient géothermique. D'accord? Maintenant, on passe à l'origine de la température interne de la Terre. Bien sûr, nous avons un tableau qui représente, on apprend deux exemples des couches du globe terrestre, comme la croûte terrestre et le manteau. On va lire le texte également, l'origine de l'énergie interne de la Terre. Donc, certaines roches du globe terrestre sont constituées d'éléments radioactifs, notamment l'uranium. Ces matériaux se désintègrent par radioactivité, mécanisme, bien sûr, notamment l'uranium, s'accompagne d'une libération importante de la chaleur. Le tableau ci-dessous représente la production de l'énergie interne au niveau des différentes couches du globe terrestre. De que peut-on déduire à partir de l'analyse du tableau? Donc voilà les couches du globe terrestre et voilà ce qui se passe concernant la quantité de la chaleur qui est libérée par l'uranium. Donc la quantité d'énergie produite au niveau du manteau est plus importante que celle produite au niveau de la croûte terrestre. Donc, comme vous voyez ici, nous avons la quantité de la chaleur qui est produite au niveau de croûte terrestre, c'est presque 9000 joules. Et la quantité d'énergie qui est libérée au niveau du manteau, c'est presque 13, ou bien ce qu'on appelle 30 000 joules. 30 000 joules. Et nous avons ici 9000 joules
et 30 000 joules. Donc la température qui est produite au niveau du manteau est supérieure à celle produite au niveau de la croûte terrestre. L'origine de la chaleur interne de la Terre silue la désintégration des éléments radioactifs contenus dans la roche d'uranium. Donc l'uranium, donc l'augmentation de la température en fonction de la profondeur est due à la présence des éléments radioactifs tels que l'uranium et le thorium à l'intérieur de la Terre qui se désintègre avec le temps et provoquant un flux d'une grande quantité de la chaleur vers la surface. Maintenant, on passe à l'activité 2, la relation entre le flux de la chaleur et la mobilité des plaques. Nous avons réalisé plusieurs expériences pour représenter et modéliser ce qui se passe dans la Terre ou bien à l'intérieur de la Terre. Par exemple, dans cette expérience, nous avons les matériels utilisés, le bécher, poudre rouge pour colorer l'huile et bouger au bec benzé. Le bouger ou bien le bic benzé. Donc la méthode colorer 20 000 litres d'huile avec la poudre rouge, mettez cette huile dans l'eau bichère, versez 80 000 d'huile non colorée sur les bords du bichère. Il ne faut pas qu'il se mélange avec l'huile colorée. On laisse reposer au moins 2 heures, puis on chauffe le bichère avec une bougie. Donc à l'aide de l'expérience ci-dessous, en vous aidant aussi de vos acquis expliqués, à l'intérieur de la Terre, des courants de convection peuvent aussi exister. Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Il y a des courants de convection. Donc des courants ascendants et des courants qui sont descendants, représentés sur le schéma aussi. Donc au milieu de la dorsale océanique, les courants de convection remontent, ce qui conduit à l'écartement des plaques, et au niveau de subduction, les courants de convection descendants, ce qui conduit au rapprochement des plaques. Donc la désintégration des éléments radioactifs à l'intérieur de la Terre constitue une source de chaleur qui entraîne le transfert de la matière de l'état à l'état solide en créant les courants de convection. Ces courants constituent le moteur principal de la tectonique des plaques lithosphériques qui s'éloignent au niveau de la dorsale et qui se rapprochent au niveau des zones de subduction. Donc voilà un modèle explicatif de la mobilité des plaques lithosphériques. Au niveau des dorsales océaniques, ces courants sont ascendants et au niveau des zones de subduction, ces courants sont descendants. Et merci pour votre attention. Maintenant, on va ici, chapitre 2, les séismes et leur relation avec la tectonique des plaques. Alors, comme d'habitude, introduction, bien situation de départ. Les séismes ou bien tremblements de la Terre est un ensemble de vibrations à la surface de la Terre qui se présentent sous forme des ondes sismiques. En fonction de son intensité, le séisme peut entraîner des victimes, des dégâts divers au niveau du paysage et au niveau des infrastructures. Alors en prenant bien sûr document 1, page 14, des questions. Comment enregistrer les séismes et quelle est leur origine? Et comment peut-on étudier la structure interne de la Terre grâce aux séismes? Et quelle est la relation entre les séismes et la tectonique des plaques? Premièrement, les manifestations et l'enregistrement des séismes. La première activité, les manifestations de séisme. En prenant bien sûr ces images, les séismes se manifestent par des vibrations qui provoquent des dégâts humains, c'est-à-dire des victimes, et des dégâts matériels et parfois des tsunamis. Alors, lexique, vibration al-Hazzat, victime d'Ahaya, des dégâts khasa'ir. Alors maintenant, à l'activité 2, la mesure des effets d'un séisme. Alors, il existe plusieurs échelles de mesure qui servent à déterminer l'importance d'un séisme. Parmi celles, l'échelle de Richter et l'échelle de Mercalli. L'échelle de Mercalli se base sur l'observation des dégâts et il est formé de 12 degrés.
des dégâts, c'est-à-dire elle permet de mesurer l'intensité de séisme, c'est-à-dire les dégâts et les effets observés d'un séisme. Alors que l'échelle de Richter, elle permet, elle se base sur la magnitude ou bien la force, c'est-à-dire elle permet de mesurer la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme, ce qu'on appelle la magnitude. Contrairement à l'échelle de Richter, elle permet de mesurer l'intensité d'un séisme. Alors l'échelle de Richter elle est formée de 9 degrés, contrairement à l'échelle de Mercalli qui se compose seulement de 12 degrés. Alors la magnitude, comme vous voyez ici, c'est-à-dire la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme, depuis le premier degré jusqu'à 9 degrés. Remarque, l'échelle de Richter est plus précise que l'échelle de Mercalli. Pourquoi? Parce que l'échelle de Richter elle permet de mesurer la force ou bien la magnitude ou bien la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme par des appareils de mesure de la force de l'énergie, bien de la force de séisme par des appareils qui s'appellent le sismographe, alors que l'échelle de Mercalli n'est pas précise, il est moins précise. Pourquoi? Parce que se base uniquement aux paroles et ou bien aux déclarations des habitants. Donc, elle permet seulement la mesure de l'intensité en se basant sur les paroles et les déclarations des habitants. Alors, on peut réaliser ou bien on peut relier l'échelle de Richter à celle de Mercalli par la formule suivante. M, qui signifie la magnitude de séisme sur l'échelle de Richter, est égal à 1 plus 2 sur 3 I. I, c'est-à-dire l'intensité de séisme sur l'échelle de Mercalli. Donc voilà la relation qui s'établit entre l'échelle de Mercalli et l'échelle de Richter. Définition. Intensité, c'est les effets produits à la surface terrestre lors d'un séisme, c'est-à-dire l'échelle de Mercalli. La magnitude, qui correspondant à l'échelle de Richter, elle se base sur la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme. Maintenant, lorsqu'on établit l'intensité des dégâts dans une région suite à un séisme, il est alors possible de joindre des points de même intensité formant des lignes appelées isoséistes. Ce sont des lignes qui ont la même intensité sismique. Comme vous voyez ici, nous avons la première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Chaque ligne représente une intensité précise. Donc, ces courbes-là, ce sont des courbes de séisme qui ont la même intensité. Par exemple, tous ces points-là, Djelfa, Ain Diab, Frenda, ce sont tous les points qui ont la même intensité sismique qui a bien sûr de valeur 5. Blida, Mehdia, Eril, ce sont tous des régions ou bien des points qui ont la même intensité sismique, par exemple 6. Donc les oscillés, ce sont des lignes qui représentent des points qui ont la même intensité sismique. Donc une ligne isoscilliste relie des points de même intensité sismique. L'ensemble des lignes isoscillistes forme une carte isoscilliste. L'origine du séisme maintenant, ce qu'on appelle le foyer. Donc la question qu'on doit la poser maintenant. Donc comment se propagent ces ondes sismiques-là? À partir de foyer. Donc ces ondes sismiques se propagent dans toutes les directions. À partir de foyer. Donc, à partir de foyer, les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions. L'épicentre, c'est quoi? On va retourner vers l'image. Donc, c'est quoi l'épicentre? L'épicentre, c'est un point à la surface terrestre où l'intensité sismique est la plus importante. Et comme vous voyez ici très bien que cet épicentre, elle est verticale ou bien elle est perpendiculaire au foyer. Et elle est aussi la région qui est la plus proche au foyer. Donc, d'une part, l'épicentre, c'est la région qui est la plus proche au foyer, et d'autre, c'est la zone qui est perpendiculaire et verticale au foyer. Et on peut rajouter aussi que l'épicentre, c'est la région qui a connu l'intensité la plus élevée.
Le foyer ou bien l'épicentre, donc faites attention, il faut différencier entre les épicentres et épicentres. L'épicentre c'est un point à la surface, c'est un point à la surface terrestre, mais le foyer c'est un point à la profondeur de la Terre. Donc c'est une zone où se produit la rupture ou bien la faille des roches en profondeur. L'épicentre est un point vertical du foyer sur la surface terrestre. C'est l'endroit où l'intensité de séisme est la plus forte et la plus élevée. Lorsqu'on s'éloigne de l'épicentre, l'intensité de séisme des dégâts devient diminuée ou bien devient faible. Le séisme est un phénomène naturel lié à une rupture brutale des roches en profondeur causée par des contraintes, bien sûr, soit extensives, soit compressives. Maintenant, l'enregistrement et la propagation des ondes sismiques. Maintenant, on va faire, bien sûr, une différenciation entre deux appareils. Donc, voilà un sismographe qui est vertical et voilà un sismographe qui est horizontal. Lorsque, bien sûr, cet appareil, cet cylindre, il est horizontal, on s'appelle également un sismographe horizontal. Lorsque ce cylindre est vertical, on s'appelle également un sismographe qui est vertical. Et voilà le stylet qui permet à enregistrer les ondes sismiques selon leur type. Les ondes sismiques provoquées par un séisme peuvent être enregistrées par un appareil appelé sismographe. Comme remarque, ce sismographe, il est bien sûr fabriqué et il est découvert par bien sûr le savant qui s'appelle Richter. C'est pour ça on peut dire que l'échelle de Richter est plus précise que celle de Mercalli. L'enregistrement obtenu par le sismographe est appelé le sismogramme. Donc tout cet appareil s'appelle le sismographe, mais l'enregistrement s'appelle le sismogramme. Donc مسجل هزات وتسجيل الهزات. Les ondes sismiques maintenant, à la suite de la rupture au niveau du foyer, les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions. Donc voilà les types des ondes que nous avons, les ondes P, les ondes S et les ondes L. Les ondes P, c'est-à-dire les ondes primaires, les ondes S, c'est-à-dire les ondes secondaires, et les ondes L, puisqu'elles sont longues, on l'appelle les ondes L. Il prend beaucoup de temps à enregistrer dans le sismographe. Donc, il existe trois types d'ondes sismiques. Les ondes P, ce sont des ondes primaires de compression. Elles se propagent dans tous les milieux, soit solides, soit liquides. Alors que les ondes S, ou bien les ondes secondaires, elles se propagent dans les milieux qui sont seulement solides. C'est-à-dire lorsqu'il y a des milieux liquides, les ondes S vont se disparaître, ne peuvent pas, mais n'avaient pas la possibilité, la capacité de se propager. Les ondes S sont des ondes longues, les plus tardives, les plus longues, prend beaucoup de temps à enregistrer sur le sismographe, donc ils se propagent à la surface de la Terre. Remarque, la vitesse de la propagation des ondes sismiques dépend de la nature des milieux qu'elles traversent. Plus les roches sont dures, plus la vitesse est grande. Maintenant, on passe à autre chose, pardon. J'espère que vous avez compris ce que je dis tout à l'heure. Alors, on passe à autre paragraphe. Comme vous voyez ici, donc les ondes P, les ondes S et les ondes L. L'état physique de milieu de propagation. Donc, les liquides, donc nous avons les ondes P qui se propagent uniquement dans les milieux qui sont solides et liquides, et les ondes S qui se propagent uniquement dans les milieux solides, alors que les ondes S se propagent à la surface, c'est-à-dire dans les milieux qui sont solides. Alors, la vitesse de propagation des ondes P sont plus rapides que celle de S et L. Le mode de propagation parallèle avec la direction de propagation. Les ondes S, sa vitesse est moyenne et le déplacement vertical par rapport à la direction de propagation, et les ondes L sont plus faibles que P et S et leur propagation analogue aux vagues de l'océan. Alors, la naissance des ondes sismiques maintenant en profondeur.
Les roches sont soumises à des contraintes, soit pression, soit écartement. Sous l'effet de ces contraintes, les roches se déforment et accumulent de l'énergie. Quand les contraintes deviennent trop importantes, les roches cassent à l'endroit où elles sont le plus fragile, c'est-à-dire on parle de faille. L'énergie emmagasinée et alors libérée sous forme des ondes sismiques qui partent de la zone de rupture et se dispersent dans toutes les directions. L'énergie libérée constitue la magnitude du séisme qui est mesurée sur l'échelle de Richter. La relation entre les séismes et la tectonique des plaques. Maintenant, on passe à la structure interne de la Terre, comme vous voyez ici. Donc, suivez avec moi et faites attention dans cet exercice. Comme vous voyez ici, nous avons les ondes P en couleur rouge et les ondes S en couleur verte. La question que je dois poser maintenant, pourquoi les ondes S disparaître entre la profondeur, ou bien dans une profondeur qui est comprise entre 2900 km et 5500 km. Parce que faites attention, les ondes S se réapparaissent à se propager dans la profondeur qui est presque 5100 km. Et bien sûr, en se basant sur les couches du globe terrestre, qui est la croûte terrestre, le manteau supérieur, le manteau inférieur, et le noyau externe et le noyau interne. Entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, nous avons la lithosphère. D'accord? Ou bien ce qu'on appelle la sténosphère. Alors, pourquoi les ondes S se disparaissent entre la profondeur qui est comprise entre 2900 et 5100 km? Pourquoi? Nous avons dit tout à l'heure que les ondes P se propagent dans tous les milieux, soit solides, soit liquides. C'est pour cela on ne peut pas voir la disparition de cette onde P. Mais on a dit tout à l'heure que les ondes S se propagent uniquement dans les milieux qui sont solides. Et le manteau inférieur ou bien du creux terrestre jusqu'à le manteau inférieur, tout ce milieu il est solide. Mais le noyau externe il est liquide. Le noyau externe c'est la profondeur qui correspondant à 2900 km vers 5100 km. Et au niveau de ce milieu qui est bien sûr le noyau externe, nous avons un état qui est liquide. Et les ondes S ne peuvent pas, bien n'avaient pas la possibilité de se propager dans ce milieu. Et c'est pour cela que nous avons une disparition de cette onde. L'étude de la propagation des ondes sismiques a permis la connaissance de la structure interne du globe terrestre. C'est quoi la structure interne? C'est-à-dire, il y a des structures qui sont bien sûr qui sont physiques, d'état physique solide ou bien d'état physique liquide. Maintenant, le changement brusque de la vitesse de propagation des ondes P et S, bien le passage d'un milieu à un autre, montre la présence de trois discontinuités. La lithosphère, c'est-à-dire la croûte terrestre plus le manteau supérieur de nature solide. La sténosphère, c'est-à-dire le manteau moyen de nature visqueuse, le manteau inférieur de nature solide, le noyau externe de nature liquide, c'est pour cela que nous avons une disparition des ondes S, le noyau interne, c'est de nature solide. Donc, la présence de trois discontinuités, Moho, Gutenberg et Lehmann. Voilà, donc Moho c'est quoi? C'est la discontinuité qui sépare la croûte terrestre du manteau supérieur. Gutenberg, c'est la discontinuité qui sépare le manteau inférieur du noyau. Et la discontinuité de Lehmann, c'est la discontinuité qui sépare le noyau externe du noyau interne. Voilà. Donc, nous avons la croûte terrestre plus le manteau supérieur. Lorsque je dis la croûte terrestre, c'est-à-dire soit océanique, soit continentale, va donner également la croûte terrestre. Plus le manteau supérieur va donner également la lithosphère. Plus la sténosphère. Voilà la sténosphère. Plus le manteau inférieur. Plus le noyau externe qui est de nature liquide et le noyau interne qui est de nature
solide. Moho qui sépare la croûte terrestre de ce qu'on appelle le manteau supérieur. C'est la discontinuité de Moho, presque de 30 km. Gutenberg, c'est la discontinuité qui sépare le manteau inférieur du noyau externe, c'est presque de 2900 km. Et la discontinuité de Lema, c'est presque de 5100 km qui sépare le noyau externe du noyau interne. La répartition maintenant, qui est mondiale des séismes, on remarque que les séismes se localisent préférentiellement au niveau des frontières des plaques, ce qui témoigne qu'elles sont liées au mouvement des plaques. Les ondes d'expansion maintenant, bien les ondes de divergence, les ondes d'écartement des plaques et d'éloignement des plaques, c'est-à-dire les ondes dorsales océaniques. Comme on a dit tout à l'heure, les courants de convection ici sont de nature ascendante. Donc, au niveau de la dorsale, les forces distensives engendrent des séismes superficiels. Les forces distensives, c'est-à-dire les forces d'écartement, de dilatement, de dilatation, vont engendrer également des séismes superficiels, c'est-à-dire des séismes seulement à la surface de la Terre. Mais des forces qui sont compressives, de divergence, qui se retrouvent au niveau des ondes de subduction, ce sont des séismes de nature profondément. Au niveau des ondes de subduction, les forces compressives engendrent l'enfoncement de la plaque océanique qui est plus dense, bien sûr, puisque plus dense, c'est-à-dire elle va tenter à redescendre vers la surface. Sur la plaque océano-continentale, moins dense. C'est un phénomène qui s'appelle le phénomène de subduction. C'est l'enfoncement de la plaque océanique sur la plaque océano-continentale, qui est à l'origine du séisme qui est très violent, aligné sur le plan de Benioff. Voilà le plan de Benioff. C'est un plan où il y a des foyers sismiques. Il y a beaucoup de foyers sismiques dans ce plan qui s'appelle le plan de Benioff. Conclusion maintenant, les séismes sont des phénomènes naturels dus au mouvement des plaques tectoniques parce que on a trouvé tout à l'heure que les séismes sont répartis dans des zones, bien sûr, des zones des limites des plaques. Donc, tous les limites des plaques, nous avons des séismes. Donc, ils créent des ondes sismiques qui peuvent être détectées à l'aide des sismographes. Ce sont des appareils qui sont découverts par, bien sûr, le sismologue qui s'appelle Richter. Il existe plusieurs manières de se protéger des risques sismiques comme la prévention ou la construction d'infrastructures spécifiques et de bâtiments répondant à des normes parasismiques. Et merci pour votre attention. Maintenant, on voit ici les degrés de l'échelle de Mercalli qui sont 12 degrés. En commençant bien sûr par le premier degré, seuls les sismographes très sensibles enregistrent les vibrations. Alors que le deuxième degré, les secousses à peine perceptibles, quelques personnes au repos représentent le séisme, ressentent le séisme. Le degré numéro 3, des vibrations comparables à celles provoquées par le passage d'un petit camion. Et numéro 4, vibrations comparables à celles provoquées par le passage d'un gros camion. Et numéro 5, des séismes bien sûr, ressentés à peine air, les demeures se réveillent. Et 6, les meubles sont déplacés. Et 7, quelques lézards apparaissent dans les édifices. Et 8, les cheminées des maisons tombent. Et 9, les maisons s'écroulent, les canalisations souterraines sont cassées. Et 10, destruction des ponts et des digues, les rails de chemin de fer sont tordus. Et 11, les constructions les plus solides sont détruites, des grands éboulements. Et 12, enfin, les villes
sont rasés, bouleversement important de la topographie, fissures visibles à la surface. Donc voilà ce qui concerne l'échelle de Mercalli. Maintenant, on va évaluer la magnitude d'un séisme. Karl Richter conclut en 1953 une échelle qui permet de mesurer la magnitude, c'est-à-dire la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme. Cette échelle ne permet pas d'apprécier l'intensité des dégâts. Donc, les effets engendrés, destruction totale à l'épicentre est possible sur plusieurs milliers, et 8 des dégâts majeurs à l'épicentre, et 7 importants dégâts à l'épicentre, secousses ressenties à plusieurs centimètres, et 7 importants dégâts et 6 dégâts à l'épicentre, dont l'ampleur dépend de la quantité des constructions ou bien de la qualité des constructions. 5 tremblements fortement ressentis, des dommages mineurs près de l'épicentre, et 4 des secousses sensibles mais pas de dégâts, et 3 seuils à partir duquel la secousse devient sensible pour la plupart des gens, et 12 secousses ressenties uniquement par des gens au repos, et un c'est une secousse imperceptible. Voilà en ce qui concerne l'échelle de Richter. Maintenant, la paragraphe 2, comme on a dit tout à l'heure, il y a l'enregistrement des séismes par des appareils. Comme vous voyez ici, nous avons un sismographe qui est horizontal et un sismographe qui est vertical. Et cet enregistrement appelé un sismogramme. Le sismogramme représente 3 types de ondes. Les ondes P, ce sont les plus rapides, et les ondes S, ce sont moins rapides, et les ondes S, ce sont très complexes et qui sont longues. Faites attention que les ondes S ne se propagent que seulement dans les milieux qui sont solides. Et voilà, nous avons ici, bien sûr, les séismes et la structure de la Terre, et des discontinuités, les 3 discontinuités. Alors, les relations entre les séismes et la tectonique des plaques. Maintenant, nous avons la répartition des séismes dans le monde. L'analyse de la carte de répartition des séismes montre qu'ils sont concentrés dans les limites des plaques. Les séismes naissent des failles ou fractures causées par des contraintes, soit compressives, soit distensives. Donc, les séismes et la subduction. Donc, au niveau des limites de convergence, c'est-à-dire des limites de rapprochement, les deux plaques se rapprochent, ce qui fait l'une des plaques la plus dense qui est océanique perçue l'autre le moins dense qui est continentale ou bien océano-continentale. Mais faites attention, nous avons un plan de Benioff où se concentrent bien sûr les foyers sismiques. Les foyers des séismes sont profondes et répartis dans un plan oblique qui s'appelle le plan de Benioff. C'est le phénomène de la subduction qui cause la disparition de la lithosphère, bien sûr la lithosphère océanique. Les failles qui donnent des séismes résultent des forces compressives. Remarque, au niveau des limites de divergence, bien d'éloignement, les séismes résultent des failles causées par des forces et leurs foyers sont moins profonds. Voilà un schéma explicatif de ce que je dis tout à l'heure. Donc les contraintes sur les roches en profondeur va entraîner l'accumulation d'énergie et la déformation des roches. Et enfin, la rupture au niveau d'une faille et glissement des blocs rocheuses, ce qui va entraîner la naissance des ondes sismiques et la propagation de toutes les directions. Et dernièrement, les déformations des paysages vont entraîner également les effets sur les populations et les constructions. Le séisme et la relation avec la tectonique des plaques. Donc, on voit ici, séisme, c'est quoi un séisme? C'est une secousse ou une série de secousses plus ou moins violentes à la surface de la Terre. Les constitutions d'un séisme. Il y a l'épicentre, c'est le lieu de la surface terrestre le plus proche du foyer, et le foyer, le lieu de rupture des roches en profondeur. L'évaluation de l'intensité d'un séisme. Donc, l'échelle de Mercalli. Donc, il s'est basé sur l'observation directe des effets ressentis par les individus. Elle comporte de 12 degrés. L'échelle de Richter est basée sur le calcul de la magnitude. Donc, il mesure l'intensité et l'autre mesure la magnitude dégagée par le séisme. Les ondes sismiques, nous avons les ondes P, S et L. Donc, les sismomètres, ou bien sismographe, apparaît qui enregistre les ondes sismiques. Les sismographes, c'est l'enregistrement obtenu par un sismomètre, par un sismographe.
les ondes P et les ondes S et les ondes L. Les structures internes du globe terrestre, nous avons la croûte terrestre, le manteau supérieur, le manteau moyen, la sténosphère, le manteau inférieur, c'est la mésosphère, et le noyau externe et le noyau interne. La discontinuité limite ici par deux enveloppes du globe terrestre. La discontinuité de Moran limite qui sépare la croûte terrestre du manteau supérieur. La discontinuité de Gunther-Massi limite qui sépare le manteau inférieur du noyau externe. Et la discontinuité de Lehmann limite qui sépare le noyau externe du noyau interne. La relation entre le séisme et la tectonique des plaques, les ondes de divergence. Au niveau de la dorsale océanique, on a une activité sismique importante. Cette activité sismique est due à l'éloignement des plaques. Donc au niveau de la dorsale océanique على مستوى منطقة الدرب المحيطية كيكون عندنا نشاط زلزالي مهم. غير هذا النشاط هذا اللي هو نشاط زلزالي كيكون ناتج عن تباعد الصفائح. Cette zone est caractérisée par des foyers sismiques à faible profondeur et qui connaissent la surface de la Terre. Les ondes de convergence, ou bien les ondes de subduction, qui connaissent une activité sismique importante. Cette activité sismique est due à l'enfouissement de la plaque, ou bien de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. Cette zone est caractérisée par une répartition inclinée des foyers de séisme selon un plan de Benioff. Donc, faites attention qu'ils ont de P, elles sont plus rapides. Elles ont une faible amplitude et elles se propagent dans les ondes solides et liquides, c'est-à-dire elles se propagent dans tous les milieux, quelle soit la nature de milieu. Les ondes S, elles sont plus lentes, mais on peut dire qu'elles sont moyennes que les ondes P. Elles ont une amplitude en moyenne et se propagent dans les ondes qui sont solides. C'est-à-dire on ne peut pas trouver les ondes S dans les milieux qui sont à l'état liquide. Les ondes L, elles sont plus lentes que celles de PS. Elles ont une grande amplitude et elles se propagent à la surface, d'accord? Donc voilà en ce qui concerne le résumé du cours de séisme. Donc on a dit que l'échelle de Mercalli se base sur la mesure de l'intensité de séisme, c'est-à-dire l'observation des dégâts, des effets ressentis par les individus et qu'il est composé de 12 degrés, alors que l'échelle de Richter, on a dit qu'elle se base sur la mesure de la force ou bien de la magnitude, c'est-à-dire la quantité d'énergie libérée par un séisme. ونرد لواحد الحاجة أنه على مستوى المركز السطحي للزلزال قلنا بأنه كتكون فيه شدة ديال الزلزال مهمة يعني ou l'intensité du séisme la plus importante وهو كيكون عادة il est perpendiculaire au foyer كيكون عمودي على البؤرة الزلزالية et la zone la plus proche au foyer هي كتكون المنطقة اللي قريبة من البؤرة الزلزالية في حين أن البؤرة الزلزالية واحد المكان اللي كتكون فيه اللي كيبدا فيه انتشار الموجات الزلزالية ومكان حدوث التشقق على مستوى باطن الأرض. سلم ريشتر سلم ميركالي قلنا بأن سلم ريشتر هو أكثر دقة من سلم ميركالي. علاش؟ لأن سلم ريشتر كيعطي الدقة في النسبة ديال الدرجة ديال الزلزال يعني القوة أو كمية الطاقة المحررة. أما في حين سلم ميركالي مكيعطيناش قيمة مضبوطة لأنه فقط كيعتمد على لوبسيرفاسيون بيان لي ديكلاراسيون وبيان لي باغول ديريكت ديال لي زانديفيدو يعني أكيد غيكون هو أقل دقة لأن سلم ريشتر مكيعتمدش على الهضرة ديال الناس وإنما كيمشي هو لراسو كيقيس الشدة ديال أو عفوا كيقيس القوة ديال الزلزال اللي هي كمية الطاقة المحررة. لذلك نقول بأن سلم ريشتر هو أكثر دقة من سلم ميركالي. الموجات الزلزالية هي ثلاثة كاينة بي اللي كتكون سريعة و اس اللي كتكون متوسطة و ال اللي كتكون بطيئة جدا. بي كتنتشر في جميع الأوساط يعني معمرها ما غتختفي في مكان الوسط غادي كيف ما كان الطبيعة ديالو الفيزيائية والحالة الفيزيائية ديالو ما عمرها غتختفي. الموجة اس هي اللي كنلقاو فيها مشكل يعني في عمق كتراوح بين 2900 و 5100 كيلومتر كتختفي il va disparaître. pourquoi؟ لأنها ما كتحملش الوسط اللي هو ذو الحالة الفيزيائية اللي كتكون سائلة. الموجة ال كذلك كنلقاوها في جميع ما نقولوش في جميع الأوساط وإنما نقدروا نقولوا في جميع الأوساط اللي هي صلبة وكتنتشر في الأوساط اللي كتكون سوبرفيسيال اللي كتكون على سطح الأرض. بالنسبة للبنية الباطنية ديال الأرض فيها عدة طبقات. كاينة القشرة الأرضية اللي كيكون فيه سواء محيطية ولا قارية وزائد الرداء العلوي. إلا جمعناهم بجوج يعني إلا جمعنا القشرة الأرضية مع الرداء العلوي كيعطيني الغلاف الصخري. ثم من بعد القشرة الأرضية والرداء العلوي عندي رداء متوسط اللي كنسميه الأستينوسفير والرداء السفلي ثم النواة الخارجية والنواة
الداخلية. الانقطاعات يعني واحد الحد اللي كيفصل الطبقة على الطبقة الأخرى، مثلًا موهو كيكون فيه 30 كيلومتر كيفصل القشرة الأرضية عن الرداء العلوي. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديال الزلازل والدرس ديال زحزحة القارات. الدرس ديال زحزحة القارات شفنا فيه 3 ديال البراهين: البرهان الجيولوجي اللي هو الصخري والاستيحاثي والشكلي والمورفولوجي. بأن المورفولوجي كيعتمد على التكامل في الشكل الهندسي، في حين أن الصخري كيعتمد على التكامل في الصخور، يعني هناك استمرارية في الصخور اللي كتكون صخور قديمة جدا. بينما البرهان الاستيحاثي كنلقاو نفس المستحدثات اللي كان في إفريقيا كنعاود نلقاه في أمريكا الجنوبية. باش فسرنا هادشي بأن المستحدثات غير قادرة على عبور المحيطات، هذا كيزيد يأكد لي بأن القارتين معا كانتا سابقا عبارة عن قارة واحدة. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا ديال الزلازل ديال لي سيزم وديال لا dérive des continents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur soit dans la chaîne, soit sur le WhatsApp. Et j'espère que tout le monde supporte bien.